Les Chinois pourraient être capables de nous battre. Et si c'est le cas, il faut réfléchir aux conséquences sur l'équilibre des puissances à l'échelle mondiale. Si l'hégémonie du dollar disparaît, c'est fini. Les États-Unis sont finis. Ce sera, vous savez, un cas triste et pathétique, comme la Grande-Bretagne aujourd'hui. Quel est votre argument pour dire que la Chine peut s'élever pacifiquement? Que répondez-vous à l'affirmation de John selon laquelle elle ne le peut pas? Eh bien, si je ne pense pas que la Chine soit une hégémonie émergente, une version émergente des États-Unis ou de l'Empire britannique, c'est à cause de son économie politique. La Chine, on ne sait pas encore comment elle va évoluer. C'est toujours un chantier en cours. Donc, vous savez, il se peut que John ait tout à fait raison et que j'ai complètement tort. Mais de la manière dont je le comprends, il dispose d'un mécanisme de planification remarquable. Ils planifient leurs marchés. Leurs marchés sont dynamiques et concurrentiels, et ils fonctionnent vraiment très bien parce qu'ils sont planifiés de façon aussi poussée. C'est quelque chose que, vous savez, l'esprit occidental ne peut pas comprendre, parce qu'il ne peut pas concevoir que, en Occident, on nous a convaincus que c'était soit le marché, soit l'État, soit la planification, soit la libre entreprise. Non, la seule façon d'avoir un marché sérieux, c'est de le planifier, de planifier ses flux d'investissement, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont eu une bulle immobilière. Ils ont supervisé un dégonflement très progressif, très méthodique de cette bulle, sans, vous savez, le désastre des crédits hypothécaires à risque qu'ont connu les États-Unis. Donc, en 2008-2009, l'une des raisons pour lesquelles le capitalisme financier a survécu, c'est grâce aux opérations macroéconomiques très très prudentes des Chinois. C'est quelque chose que nous ne savons pas bien faire en Occident. Ils ont donc la capacité de gérer leur économie, leurs demandes globales, leurs flux d'investissement, sans avoir à exporter la déflation pour conquérir des marchés par des moyens militaires, comme le faisaient les Hollandais, les Britanniques ou les États-Unis à un certain moment. Donc, je pense que la raison pour laquelle je vois les choses différemment, et je crois vraiment que c'est possible, je le vois. Regardez-les aujourd'hui. Ce sont eux, les adultes dans la pièce. Ils respectent tous les contrats qu'ils ont jamais conclus. Ils se moquent vraiment de savoir qui est au gouvernement, dans quelque pays que ce soit. Je l'ai constaté personnellement. Quand je négociais avec le gouvernement chinois, ils n'en avaient rien à faire de savoir si nous étions de gauche, de droite ou qui nous étions. Ils n'étaient pas particulièrement hégémoniques. Vous savez, je leur ai proposé 3 ou 4 changements majeurs dans le contrat que nous avions. Ils ont dit « d'accord, très bien ». Ils ont réagi avec un sang-froid que les décideurs occidentaux n'ont vraiment pas. Donc, je suis optimiste à ce sujet. En revanche, je ne suis pas du tout optimiste quant à l'affrontement entre les deux blocs, comme je les appelle, ces montagnes de capital dans le cloud. Car là, il y a des jeux de pouvoir très sérieux qui se jouent à la fois en Chine et aux États-Unis. Alors, John, voulez-vous répondre et bien sûr évoquer aussi ce que vous aviez dit au sujet du cloud? Oui, je pense que dans ma réponse à Yanis, j'irai presque immédiatement à la question du cloud. Je dirais simplement, Yanis, qu'il faut aussi se concentrer non seulement sur la dimension économique, mais également sur la dimension stratégique. Il faut réfléchir à la manière dont la Chine se comporte dans son voisinage, à l'égard de Taïwan, de la mer de Chine orientale, de la mer de Chine méridionale. Il faut aussi voir comment les voisins de la Chine perçoivent cela comme une menace stratégique potentielle. Et je pense que, quand on examine le volet stratégique de l'équation, on trouve de nombreux éléments qui montrent que j'ai raison. Mais bien sûr, j'ai un intérêt personnel à le dire. Je dirais simplement qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur la dimension économique, qui est évidemment extrêmement importante, comme nous en convenons tous les deux.
is immensely important, of course, as we both agree. But I just want to go to what you call cloud. Mais je voudrais revenir à ce que vous appelez la dimension du capital du cloud. J'aime bien cette expression. J'ai soutenu qu'aux alentours de 2017, la Chine était devenue suffisamment riche pour pouvoir générer une puissance militaire assez importante pour être qualifiée de grande puissance. Là encore, vous voyez l'importance que j'accorde au fondement économique de la puissance militaire. Et si l'on regarde le PIB et d'autres indicateurs de richesse, la Chine n'était pas aussi puissante que les États-Unis sur le plan économique en 2017, mais elle n'en était pas si loin. Elle était devenue un pays vraiment impressionnant sur le plan économique. Or, au cœur de cette création de richesse se trouvait sa capacité à développer des technologies sophistiquées. C'est ce que vous appelez le capital du cloud. Et si vous regardez la concurrence économique entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui, elle tourne autour des technologies de pointe, ou de ce que vous appelez le capital du cloud. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Je ne suis pas en désaccord avec vous. Et quand je m'adresse à des publics ces temps-ci, et que je parle de la concurrence sécuritaire entre les États-Unis et la Chine, je prends toujours grand soin de préciser: n'assimilez pas simplement la concurrence en matière de sécurité à la concurrence militaire. C'est ce que vous pourriez faire, parce que vous parlez à John qui est réaliste. Il faut comprendre que cette concurrence sécuritaire a aussi une dimension économique et qu'elle concerne ce que vous appelez le capital du cloud, ou ces technologies de pointe. Et je pense que beaucoup de gens, au sein de l'appareil américain de sécurité nationale, s'inquiètent davantage de la compétition autour du capital cloud ou des technologies sophistiquées que de la compétition militaire. Parce que je pense qu'ils comprennent ce que vous avez avancé. Les Chinois pourraient être en mesure de nous battre. Les Chinois, vous le savez aussi bien que moi, sont vraiment impressionnants en matière de capital cloud. Et ils pourraient être en mesure de nous battre. Et si c'est le cas, il faut réfléchir aux effets que cela aurait sur l'équilibre mondial des puissances, d'un point de vue réaliste. Donc, ce que je dis ici, c'est que les considérations économiques comptent énormément dans les considérations réalistes. Et compte tenu de ce qui se passe autour du capital cloud, l'équilibre des puissances dans le monde pourrait basculer au détriment des États-Unis. Tous ces points sont pertinents. Permettez-moi de commencer par la question du renforcement militaire. Il ne fait aucun doute que la Chine renforce sa puissance militaire. Aucun doute là-dessus. Il ne fait aucun doute non plus qu'elle considère Taïwan comme son propre territoire, et je pense qu'elle a de bonnes raisons de le faire. Et il ne fait aucun doute qu'elle voit les Philippines, ainsi que diverses îles autour du Japon et de l'Indonésie, de la même façon que l'Iran considère les bases américaines autour du Golfe qui le menacent. Mais je pense que le parallèle avec l'Iran n'est pas inutile, dans le sens où aucun de ces deux pays n'a pour tradition d'envahir les autres. En revanche, ils ont intérêt à s'assurer que les points d'étranglement que les États-Unis mettent en place autour d'eux soient repoussés. Et je pense que c'est ce que font les Chinois. Je ne pense pas que les Chinois aient le moindre intérêt à projeter leur flotte vers les côtes des États-Unis, vers l'hémisphère occidental, comme vous l'appelez en Amérique, au-delà du détroit de Malacca ou dans le Golfe. Et cela pourrait changer. Mais je ne vois pas changer, parce que leur modèle économique est vraiment très différent de celui de l'Empire néerlandais, de l'Empire britannique et de l'Empire chinois. Maintenant, s'agissant du capital du cloud, là encore, son déploiement est très différent aux États-Unis, d'un côté, et en Chine de l'autre. Une grande partie de ce capital est utilisée de manière productive en Chine. On ne peut pas en dire autant des États-Unis. Si vous regardez le modèle économique de l'IA, il s'agit essentiellement de vendre des abonnements à Anthropic, à ChatGPT,
et surtout, de renforcer les bots que possèdent déjà les méga-entreprises de la Big Tech, comme Alexa, Daeun ou Siri de Paul, afin de leur donner une apparence humaine. Donc, pour vous aspirer dans leur univers, et vous savez faire de vous un vassal qui achète ce qu'ils veulent vous faire acheter. Et au fond, les entraîner à vous entraîner, à les entraîner à contrôler votre comportement, à modifier votre comportement. C'est le modèle économique aux États-Unis. C'est extrêmement lucratif, mais c'est pas productif. Alors qu'en Chine, on voit l'IA appliquée à des drones très efficaces pour arroser les raisins dans les vignobles ou les champs de blé et de riz. Il y a donc cette différence. Mais cela n'inquiète pas les gens à Washington, D.C. Vous avez tout à fait raison. Ce qui les inquiète, ce sont deux choses. La première, je l'ai déjà mentionnée, le fait qu'ils disposent d'une autoroute ultra rapide pour les paiements utilisant la blockchain. Si vous regardez BricsPay et ainsi de suite, et que vous le comparez aux versions occidentales comme Swift, c'est comme comparer, vous savez, une fusée à un mulet. Swift est lourd, ça prend 3 jours. Et on vous facture 5% pour envoyer de l'argent à travers l'Occident. Les Chinois ont des systèmes qui fonctionnent en nanosecondes. Ils vous facturent rien et ils reposent sur la technologie blockchain. C'est vraiment très en avance. Donc, comme je le disais auparavant, c'est un danger clair et immédiat pour l'hégémonie du dollar. Et si l'hégémonie du dollar disparaît, c'est fini. Les États-Unis sont finis. Ce sera un cas triste et pathétique, comme la Grande-Bretagne aujourd'hui. C'est donc une préoccupation géostratégique évidente pour les gens à Washington, D.C. Mais il y a aussi l'autre aspect. Il y a une deuxième dimension. Palantir en est un bon exemple. Ces entreprises du cloud qui ne cherchent pas à extraire des rentes des consommateurs ou des producteurs, c'est une forme très particulière de techno-féodalisme. Donc vous avez Palantir qui entraîne ses modèles d'intelligence artificielle dans la bande de Gaza. Eh bien, comme me l'a dit en personne un ingénieur de Palantir, je dînais avec ce type. Je n'ai pas terminé ce dîner pour des raisons évidentes. Il m'expliquait que Gaza, c'était incroyable. Parce que si vous bombardez des zones très densément peuplées, que beaucoup de gens meurent, qu'ils paniquent et ainsi de suite, ils se déplacent beaucoup. Il a montré mon téléphone du doigt et il a dit « Votre téléphone ne m'est d'aucune utilité parce qu'il est immobile. » Il était posé sur la table du dîner. Mais si vous vous faites bombarder, vous le prenez et vous courez dans tous les sens et vous générez énormément de données. Et je lui ai demandé « D'accord, mais pourquoi est-ce si utile pour vous ?» Et il a répondu « Eh bien, parce que nous utilisons ces données de déplacement, des déplacements provoqués par la panique pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle que nous avons ensuite vendus au Service national de santé britannique pour 1 milliard de livres sterling. Donc vous savez, c'est une entreprise techno-féodale, une multinationale qui utilise des données n'ayant rien à voir avec la consommation. Elles ont à voir avec la guerre, le carnage, les mutilations et le fait de tuer des enfants afin de vendre à un service public de santé un morceau d'IA, un morceau de Capital Cloud. Donc vous savez, c'est un monde très différent de celui dans lequel nous avons grandi. Et vous savez, les Chinois sont, je ne sais pas. Avec Palantir, comme ils ont besoin de faire la publicité de ces choses pour que leur valorisation boursière augmente, nous apprenons ces choses-là. Que font les Chinois dans ce domaine? Heureusement, ils ne sont pas impliqués à Gaza. Ils ne sont pas impliqués dans ces massacres. Ils n'entraînent pas leurs données sur un conflit qu'ils ont eux-mêmes précipité. J'aimerais croire qu'ils ne font pas des choses similaires, mais peut-être qu'un jour, ils le feront. Quand on combine des quantités massives de drones pilotés par l'IA et que pour préserver leur capacité d'attaque, on les coupe de toute supervision humaine. Alors voilà le monde, John, où vos préoccupations sur la sécurité militaire et les miennes sur le capital du cloud se rejoignent.
Je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses dont on pourrait parler, mais est-ce qu'on s'arrête là? On pourra en refaire une autre, à un moment. Je pense que oui. Oui, je pense que ce serait très bien. Je le pense. Eh bien, permettez-moi de dire que ce fut un grand honneur et un privilège de discuter avec vous, John. Et merci à vous, Katie Halper, de nous avoir réunis. Oui, ça a été un plaisir pour moi. J'ai énormément appris et je vous en remercie. Et merci de nous avoir réunis. Bien sûr, oui. Merci de vous être réunis, d'avoir accepté. C'était une excellente discussion. Merci de l'avoir fait. Bien sûr, Merci, et j'ai hâte de commencer. très bien. Oui, c'est la première partie. Et peut-être en 3 dimensions. Oui, ce serait très bien. Oui, ce serait très bien.